Harry Bensemoun, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le journal toulousain version télé. C'est l'occasion pour nous de prendre un peu de recul par rapport aux événements qu'on a connus sur Toulouse, mais plus particulièrement votre communauté. D'un point de vue personnel, on parlera de l'affaire après, d'un point de vue personnel, ce matin du 19 mars, comment la nouvelle est arrivée ? Écoutez, je me trouvais toute la journée de dimanche dans une manifestation des assises du consistoire des communautés juives de France à Paris, et donc je n'étais pas exceptionnellement à Toulouse ce week-end-là. J'ai d'ailleurs, c'est quand même une coïncidence bizarre, j'ai terminé la soirée dans un dîner avec Claude Guéant, le ministre de l'Intérieur, où nous avons à Boulogne justement évoqué les questions de sécurité de la communauté, les inquiétudes qui sont les nôtres, et nous avons parlé très clairement et très librement de la nécessaire mise en œuvre de moyens pour sécuriser davantage dans un contexte que nous sentions déjà depuis de nombreuses années, mais particulièrement depuis plusieurs mois, dans un contexte où nous sentions extrêmement tendus. Donc nous sommes quittés à 1h du matin sur ces considérations-là, et évidemment nous ne pouvions pas imaginer une seule seconde que nous nous retrouverions le lundi matin à Toulouse pour être confrontés à cette tragédie. Donc lundi matin je suis à Paris, très tôt je suis réveillé pour vaquer à mes occupations, et je vois mon téléphone sonner avant 8h. Et je reconnais le numéro de mes amis de Toulouse. Je dis, il est quand même un peu tôt, lundi matin, pour commencer à m'appeler. Et je vois que je ne réponds pas, mais que les coups de téléphone s'accumulent, jusqu'au moment où je passe devant la télévision et BFM TV annonce dans le bandeau qu'il y a eu une tuerie à l'école Sarah-Torah de Toulouse. Je vous laisse imaginer le choc, la stupeur. Les mots ne suffisent pas à exprimer ce que j'ai ressenti à ce moment-là. J'ai compris ce qui se passait, j'ai de suite appelé à Toulouse et je me suis organisé pour rejoindre la ville le plus rapidement possible. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête à ce moment-là ? C'est terrible. Quand vous regardez sur BFM, vous dites... Le choc est absolument considérable. J'ai évidemment du mal à réaliser ce qui se passe. Je me dis que ce n'est pas possible. J'ai du mal à accepter l'idée que quelqu'un est rentré dans l'école de mes enfants, dans ma communauté, dans ce lieu où je prie tous les samedis, tous les shabbats, où j'ai mes habitudes, où je connais tout le monde. J'ai du mal à imaginer que quelqu'un est rentré armé pour tuer des enfants. Et je sais immédiatement qu'il y a des morts, qu'il y a des blessés. Le choc est considérable. J'ai du mal à dire ce que j'ai ressenti. Et à ce moment-là, je sais que la première chose que j'ai à faire, c'est prendre mes responsabilités. Je suis président de cette communauté. On attend de moi que je sois, entre guillemets, si tant est que cela puisse se dire de cette manière-là, à la hauteur de l'événement. Les gens sont choqués, sont traumatisés. Il faut que quelqu'un prenne les décisions qui doivent être prises, avec l'ensemble des responsables communautaires à Toulouse, la présidente du CRIF Nicole Diardeni, le président du Fonds social, les gens qui s'occupent de la sécurité, les directeurs des écoles. Immédiatement, il faut mettre en place une cellule de crise et gérer une situation absolument inédite. Et d'ailleurs, je vous le disais tout à l'heure hors antenne, il n'y a aucun manuel qui précise le comportement à avoir en pareille situation. Il faut s'adapter à une crise, à une urgence à laquelle nous ne sommes pas préparés. Alors vous êtes à la tête à Toulouse de cette communauté juive, on sait que c'est une communauté marquée par l'histoire. Oui. Est-ce que dans les commentaires après, je suppose de gens abattus, vous entendiez « encore nous », le sort s'acharne Forcément, vous savez, le peuple juif a presque 4000 ans d'histoire. Et en 4000 ans, rien ne nous a été épargné, ni les exils, ni les persécutions, ni l'esclavage, ni les stigmatisations, ni les pogroms, l'extermination. Nous avons tout connu. Et nous sommes, c'est difficile à dire comme ça, habitués à ces formes de haine et de persécution. Mais on a toujours envie de croire que ça va s'arrêter. On a toujours envie d'imaginer que le temps est peut-être venu, que l'humanité a compris, qu'elle a tiré des enseignements de ce que nous avons vécu, et que cette haine des Juifs, qui peut prendre toutes sortes de formes d'ailleurs, ça peut être la haine d'Israël, qui est vous savez, cet antisionisme qui est le faux-né de l'antisémitisme, ça peut être toutes les formes de jalousie qui prennent des tournures meurtrières, et puis cette idée que nous sommes les boucs émissaires finalement de tout ce qui ne va pas dans le monde, et à chaque fois qu'il y a des gens qui sont en difficulté, en souffrance, en frustration ou en je ne sais quoi,
eh bien, on se tourne vers les Juifs pour les accuser de tous les maux. Donc oui, encore une fois, à Toulouse, alors dans une communauté tranquille, qui n'est pas en première ligne sur la scène internationale, très loin s'en faut, dans un petit quartier de Toulouse, eh bien oui, la mort a frappé, un fanatique, un islamiste radical a décidé de venir massacrer de sang-froid des enfants. C'est tout simplement inouï. Difficile de le comprendre, difficile de l'accepter, et en même temps, à ce moment-là, vous avez raison, on connecte cette tragédie à l'histoire du peuple juif. Incontestablement, c'est la suite. Mohamed Merah, 23 ans, qui, au-delà de ce qui s'est passé le 19 mars, on pourrait dire de manière imagée, a tué aussi d'autres Mohamed, avec ce qui s'est passé à Montauban et à Toulouse avant le 19 mars. Qu'est-ce que ça vous dit sur l'état de notre société ? Ça nous dit que notre société est rongée par un mal qu'elle continue à vouloir ignorer, que Mohamed Merah n'est pas un extraterrestre, il n'est pas tombé du ciel hier matin, il est le résultat de plusieurs décennies de développement d'une haine, d'une sorte de monstruosité qui se développe au cœur de notre société, dans nos quartiers, au cœur d'une religion qui s'appelle l'islam, qu'on le veuille ou pas, c'est ainsi. Mohamed Merah, comme avant lui des dizaines et des dizaines d'autres terroristes, se sont revendiqués de l'islam, de la parole du prophète, de la nécessité de purifier le monde pour accomplir leur forfait. Et donc, ce que cela m'inspire, c'est que notre société est bien malade depuis très longtemps. Nous ne cessons de le dénoncer. Nous ne sommes pas entendus tout simplement parce que ce n'est pas très politiquement correct d'expliquer que la nouvelle judéophobie, que la nouvelle haine des juifs, que le nouvel antisémitisme se développe dans les cités, dans les quartiers, dans les populations issues de l'immigration, dans les populations musulmanes qui sont susceptibles et qui sont censées être elles-mêmes les victimes de la discrimination et du racisme. Ça n'est pas politiquement correct de le dire, et les responsables politiques comme les responsables de notre société ne veulent absolument pas l'entendre. Et il a fallu en arriver à cette extrémité-là pour qu'on n'ait plus dans les synagogues qu'on essaie de brûler, dans les petites agressions contre ceux qui portent une kippa ou les rabbins que l'on croise dans la rue et sur qui on crache et qu'on insulte. On a passé un cap, on a passé le cap d'un terroriste que l'on nous a présenté comme solitaire, mais qui évidemment ne l'est pas, qui a été recruté, qui a été encadré, qui a été formé, qui a été financé, qui a été téléguidé pour commettre ces agressions. Et fiché dans certains pays. Fiché dans certains pays, dont bien évidemment le nôtre. Donc nous sommes là face à une action terroriste qui s'inscrit dans une stratégie planétaire de conquête qui est celle de l'islam radical, et qui veut d'abord conquérir le pouvoir, prendre le pouvoir au sein du monde musulman, et nous le voyons tous les jours autour de nous, après les révoltes arabes qui ont mis fin, et c'était une bonne chose, aux dictatures militaires et policières. On voit émerger partout dans le monde arabe, au Maroc, en Tunisie, en Libye, en Égypte, demain en Syrie, et le moment viendra où lorsque le pouvoir militaire en Algérie aura faibli, prendront le pouvoir également là-bas. Partout où on donne la voix, la parole, la libre parole aux musulmans, ils portent à leur tête les plus radicaux, les plus extrémistes. C'est extrêmement inquiétant et on voit les répercussions que cela a sur notre territoire, parce qu'en France, il y a une importante communauté musulmane, plusieurs millions de personnes, 6, 7, 8, peu importe les chiffres finalement, et on voit bien que cette communauté, elle est aussi traversée par ces courants-là. Et ça nous pose à nous une question fondamentale, à nous républicains, à nous démocrates, à nous porteurs de toutes ces valeurs dont on nous rabat les oreilles du matin au soir, liberté, fraternité, égalité, laïcité. Nous voyons bien que cette doctrine-là est incompatible. Mais le politique, est-ce que le politique est à la hauteur de l'enjeu aujourd'hui? Bien sûr que non. Le politique est dans le déni. Il est dans le déni de ce qui est en train de se passer. Alors, au nom de quoi? Au nom de bons sentiments. Mais vous savez, la parole populaire, les bons sentiments pavent le chemin de l'enfer. Alors les bons sentiments, c'est quoi? C'est de dire, il ne faut pas d'amalgame, il ne faut pas de stigmatisation. Mais qui parle de cela? Qui a dans l'idée qu'il faut confondre tous les musulmans avec Mohamed Merah? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Tous les musulmans ne sont pas des terroristes, ne sont pas des fanatiques. Il y a juste... D'ailleurs, on disait à Toulouse que les communautés vivaient plutôt bien entre elles. On savait qu'il y avait des tensions, mais... Mais c'est un mauvais problème, c'est un mauvais débat.
Il n'y a pas de problème entre les communautés. La question n'est pas là. La question, c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du monde musulman. Il n'y a pas d'affrontement entre la communauté juive, entre la communauté chrétienne ou la communauté musulmane, ou ceux qui ne seraient ni chrétiens ni musulmans. Oui, ce que vous dites, c'est qu'il faut prendre en compte ce qui est radical. Voilà. Il n'y a pas de problème dans les communautés. Nous, on vit en parfaite intelligence avec tout le monde, depuis toujours. Le problème se pose ailleurs. Le problème se pose aujourd'hui à l'intérieur du monde musulman. Et dans ce monde musulman, il y a un développement d'un radicalisme religieux, fanatique, djihadiste, exterminationniste, parce qu'ils le disent clairement. Les gens sont aveugles. Mais, encore une fois, vous savez, à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait ceux qui n'avaient pas voulu lire Mein Kampf, la profession de foi d'Adolf Hitler, et qui est devenue finalement la charte qui a été mise en application par les nazis. C'était pas compliqué, il suffisait de lire Mein Kampf et vous saviez exactement ce que les nazis feraient si et quand ils arriveraient au pouvoir. C'est pas très compliqué. Enfin, 65 ans après ou 70 ans après, a-t-on appris quelque chose de tout ça? Pas grand-chose, parce qu'aujourd'hui, vous prenez la charte de l'islam radical, que ce soit le Hezbollah au Liban, que ce soit le Hamas dans la bande de Gaza, que ce soit le régime des mollahs en Iran. Il n'y a pas de surprise dans le scénario. Mais il n'y a aucune surprise dans le scénario, tout est écrit. Il faut tuer les juifs, il faut en finir avec la démocratie, les chrétiens et les juifs sont des singes et des porcs, viendra le jour où il faudra tous les exterminer. C'est écrit, c'est pas moi qui vous le dis, c'est écrit. Tout individu normalement constitué qui est doté d'un minimum d'honnêteté et de bonne foi doit aller vérifier ce que je suis en train de dire pour se rendre compte que c'est la vérité et que par conséquent, vous savez, quand quelqu'un vous promet le pire, vous auriez tort de ne pas le croire. En tout cas, moi je pars du principe que ça vaut mieux de lui faire confiance et de se préparer à ce pire-là et de faire en sorte d'éviter que cela n'arrive. Être juif en 2012, comme en 2011, en 2010, en 2009, en 2008, c'est compliqué. Compliqué parce que on est dans l'incompréhension, on est dans la stigmatisation. Les seuls qui sont stigmatisés aujourd'hui en France ou dans le monde, ce sont ni les musulmans, ni qui que ce sont les juifs. Nous sommes stigmatisés. Nous sommes stigmatisés parce que nous sommes encore et toujours considérés comme les boucs émissaires de tout ce qui va mal dans le monde. Je vous donne un exemple très simple. La haine des juifs, elle se nourrit aujourd'hui principalement de la haine d'Israël. Ne pas le voir et ne pas l'accepter, c'est de faire preuve d'abord d'une grande stupidité, d'un manque criant d'analyse politique, et de bien remarquer que finalement, quand on vous parle des malheurs du monde, qu'est-ce qu'on va vous dire? Quel est le conflit qu'il faut impérativement régler? Celui qui est le plus terrible, lequel? Je vous pose la question, c'est le conflit entre Israéliens et les Palestiniens. Vous vous rendez compte, ces pauvres Palestiniens, ce qu'ils endurent, ce qu'ils vivent. Mais de quoi parle-t-on là? De quoi parle-t-on? On parle du conflit de moindre intensité qui soit. Je ne suis pas en train de vous dire que ce conflit ne doit pas être réglé. Il le sera dès lors que toutes les parties voudront qu'il soit réglé. Et quand je dis toutes les parties, je dis d'abord et avant tout le monde arabe et le monde palestinien qui est lié. Prenez la réalité du monde. Vous avez un petit État juif qui s'appelle Israël, d'accord? L'équivalent d'un petit département français. 7 millions de personnes qui vivent là-dedans. Vous avez 54 pays musulmans, 22 pays arabes, 1,3 milliard de musulmans, 350 millions d'arabes. Franchement, je vous le demande, qui menace qui? Qui est menacé par qui? On est d'accord, M. Bensemoun, mais ce que disent aussi tous les spécialistes, oui, c'est que bien sûr, là vous parlez du conflit en lui-même, mais c'est aussi ses conséquences et ses répercussions dans nos sociétés. Est-ce que c'est pas aussi ce conflit qui fait qu'aujourd'hui, en France et ailleurs, on en arrive à des situations de... Alors je vais répondre à votre question. Tout cela relève effectivement du fantasme antisémite. Et on prend encore prétexte de quelque chose qui n'a strictement rien à voir pour faire croire qu'il y aurait un lien entre ce que Mohamed Merah a fait à Toulouse et le conflit du Moyen-Orient. Excusez-moi, mais quand il a assassiné les 3 militaires français, est-ce qu'il y avait quelque chose à voir avec le conflit du Moyen-Orient? Est-ce que quand les islamistes entretuent leurs propres frères en Algérie, 400 000 morts, aujourd'hui dans le centre de l'Afrique, les dizaines de milliers de morts, les centaines de milliers de femmes violées, est-ce que ça a quelque chose à voir avec les Palestiniens? Est-ce que vous pensez qu'il y a une relation de cause à effet entre ce que vivent les Palestiniens ou ce qui relève du conflit entre Israéliens et Palestiniens et ce qui se passe dans le monde arabe? Est-ce que quand par exemple en Tunisie, les Tunisiens amènent au pouvoir des djihadistes qui veulent imposer la charia, est-ce que ça a quelque chose à voir avec le Moyen-Orient, ça? Est-ce qu'il en a été question une seule seconde? Franchement, ce
C'est pas sérieux. Enfin, on est dans les fantasmes. Et vous savez, si on veut s'en sortir dans notre société, il faut déjà commencer par sortir des fantasmes. Et bien comprendre une chose, c'est que cette haine d'Israël, elle est nourrie par la soi-disant prééminence ou prédominance du conflit avec les Palestiniens, qui est une usurpation, qui est une imposture. Vous savez, un Stéphane Hessel qui vous dit que son plus grand sujet d'indignation dans le monde, c'est le conflit israélo-palestinien. Et les 10 millions de morts de la guerre du Congo en 10 ans, 10 millions de morts qui ne font pas une ligne dans les journaux, ça intéresse personne, ce ne sont pas des êtres humains, ils n'existent pas, ils ne sont pas vivants. J'ai vu passer l'autre fois une publicité dans un journal qui parlait des 500 000 enfants violés au Congo. 500 000! Incroyable! Donc ce que vous dites aujourd'hui aux politiques, c'est qu'il faut qu'ils s'attaquent à un intégrisme et qu'on cesse de tout mélanger. Exactement. Et si vous voulez, vous savez, Albert Camus avait cette phrase que je ne cesse de répéter, mal nommer les choses, c'est rajouter du malheur au monde. Mal nommer les choses. Mal nommer les choses, c'est quoi? Quand vous vous allez dire que, par exemple, ce qui est arrivé à Toulouse, c'est la faute à pas de chance, c'est pas la faute à pas de chance. C'est une action délibérée, déterminée, implacable, menée par un terroriste islamiste au nom d'une certaine conception de l'islam, qui est une conception qui est en train de s'emparer du monde musulman, qui veut conquérir nos sociétés. Vous savez, les groupes qui ont été appréhendés, la Forzan, Alizan, les chevaliers de je ne sais pas quoi, dont l'objectif est de mettre la République et la démocratie à genoux, et qui pensent et qui veulent imposer la charia et le califat en France. Mais est-ce que les Français n'entendent pas ça? Je ne suis pas en train de stigmatiser les musulmans quand je dis ça. Je suis en train de dire une réalité. Alors on va me dire, oui, c'est une minorité, mais je ne conteste pas. Je ne conteste pas que ce soit une minorité. Raison de plus pour les combattre, raison de plus pour les mettre hors d'état de nuire. Pour justement éviter que les premières victimes, qui sont les musulmans, n'en pâtissent. Ce sont eux les premières victimes. Vous savez, les millions de morts que l'on doit attribuer à l'islam radical, les millions de morts, c'est d'abord des musulmans. C'est d'abord des Arabes, c'est d'abord des Noirs en Afrique. Ce sont eux les vraies victimes. Alors nous sommes les victimes collatérales. Nous les Juifs, nous les Français, Français juifs ou pas d'ailleurs. Les soldats qui sont tombés, nous sommes des victimes collatérales de cette guerre qui se mène non pas entre les civilisations, mais à l'intérieur du monde arabe et du monde musulman. Il serait quand même temps que les gens ouvrent les yeux. Ce que je dis n'est pas, c'est pas la peine d'avoir fait Sciences Po pour le comprendre. Il suffit de lire la carte, d'écouter les informations, de lire. Vous allez sur Internet aujourd'hui et vous pouvez vous procurer toutes les déclarations de tous les imams dans toutes les mosquées du monde. Elles ne sont même pas secrètes puisqu'ils n'ont même pas l'intention de la tenir secrète. Vous savez, Mohamed Merah a filmé ces meurtres. Pourquoi faire? Pour les utiliser comme un outil de propagande. Même les nazis ne faisaient pas ça. Les nazis camouflaient leurs crimes pour que ça ne se sache pas. Parce qu'ils voulaient continuer à faire croire qu'ils n'étaient pas les monstres qu'ils étaient. Mais cela conditionne les futurs candidats aux attentats suicides ou aux actes terroristes en leur montrant l'horreur. Comment Après, on sait que depuis Oussama Ben Laden, il y a aussi une utilisation des médias tels qu'ils sont aujourd'hui. Bien sûr, évidemment, vous avez tout à fait raison. Et ils ont parfaitement compris comment fonctionnaient nos sociétés. Nous sommes fragiles. La démocratie, c'est fragile. La liberté, c'est fragile. Et ils savent parfaitement l'utiliser. Vous savez, pendant la Révolution, c'est Saint-Just qui disait « pas de liberté aux ennemis de la liberté ». Alors, moi, je veux bien retrouver un peu de cet esprit révolutionnaire. Je crois qu'il ne faut pas faire de cadeaux aux intégristes, il ne faut pas faire de cadeaux à ceux qui veulent détruire la démocratie. Ne les laissons pas utiliser la démocratie pour justement détruire la démocratie. Et c'est ce que malheureusement nous voyons partout dans le monde arabe aujourd'hui. Dès que vous ouvrez une consultation électorale, un tant soit peu libre, qu'est-ce qui arrive? Immédiatement les radicaux. C'est quand même incroyable ça. Et qui va en pâtir de ça? C'est d'abord les femmes. Posez la question aux femmes musulmanes en Tunisie, ce qu'elles ressentent aujourd'hui. L'angoisse qui est la leur, la peur de se trouver elles-mêmes stigmatisées parce que ce sont des femmes. Demandez aux homosexuels, demandez aux minorités. Tous ces gens-là sont menacés de mort. Je ne vous parle même pas des juifs, parce que dans le monde arabe, où vivaient en d'autres temps beaucoup de juifs, il n'y a pratiquement plus aujourd'hui. Vous savez, on parle souvent de l'âge d'or entre les juifs et les musulmans. Vous savez, cet âge d'or, il est tellement exceptionnel qu'il n'y a plus un juif dans le monde arabe. Je me pose la question, demandez pourquoi. Ari Ben Semoun, dernière question. Vous, le président de la communauté juive, dans notre ville, quel va être votre rôle à partir de maintenant? Est-ce que la cicatrice va être compliquée à... Par définition, vous savez, une plaie se referme toujours. La cicatrice reste visible tout le temps.
Et souvent, vous savez, il y a ce syndrome ou ce phénomène de la cicatrice douloureuse. Elle vous rappelle toujours à vos mauvais souvenirs. Donc ma priorité aujourd'hui, c'est de permettre à cette communauté de continuer à vivre tout à fait normalement et dignement au sein de la cité, comme elle l'a toujours fait. Mais ça va être compliqué. Vous savez, il y a eu un avant et il y aura un après cet attentat. On ne peut plus vivre de la même manière. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons vécu pendant toutes ces années avec l'angoisse que cette tragédie arrive. Et on a toujours espéré qu'elle n'arrive pas. Mais voilà que ça s'est produit chez nous. Et qu'aujourd'hui, nous devons vivre avec cette idée terrible que ça peut se reproduire. Donc il y a un traumatisme, il y a une psychose, il y a, je dirais, une véritable et justifiée forme de paranoïa. C'est-à-dire qu'on se sent vraiment menacé, mais on est vraiment menacé. Et nous demandons au pouvoir public de faire tout ce qu'il faut pour que la sécurité, et oui, on doit vivre sous bonne garde, malheureusement. Vous savez, une société dans laquelle les Juifs, ou qui que ce soit d'ailleurs, ou qui que ce soit, doit vivre sous la protection de la police, c'est une société qui va tellement mal qu'on se demande si elle a même des perspectives pour continuer à exister en tant que ce qu'elle est, ou en tout cas en tant que ce qu'elle prétend être, au travers des valeurs qu'elle prétend porter. Et donc aujourd'hui, et nous sommes en campagne électorale, il est urgentissime que les responsables politiques prennent la mesure de ce que nous vivons. Pour nous, c'est compliqué, mais nous sommes un peuple fier, digne, debout. Nous avons traversé l'histoire, et nous continuerons à la traverser. Tous les peuples ont essayé de nous exterminer, de nous asservir. Ces peuples ont tous disparu, nous sommes toujours là. Et nous serons encore là, demain et après-demain. Mais nous sommes là parce que nous portons des valeurs. Pas parce que nous sommes le peuple juif. En tant que tel, ça ne veut rien dire. C'est pas parce que je m'appelle Aryeh Ben Semoun et que je ne suis pas différent de vous. Ma constitution physique, c'est la même que la vôtre. Je suis un mortel, je suis fragile, je suis tout ce que sont tous les humains. La seule différence qui fait que le peuple juif est toujours là, c'est que nous portons des valeurs. Et si la France, à laquelle je suis tellement attaché, veut continuer à exister dans 20 ans, dans 50 ans, dans 2 siècles, dans 3 siècles, non pas en tant que pays géographique, vous savez, l'Hexagone, il sera toujours là, hein, sauf si un raz-de-marée l'engloutit, mais ce n'est pas au programme. Il va falloir qu'elle tienne compte de ces valeurs. Oui, qu'elle les défende, qu'elle les porte, et qu'elle fasse en sorte qu'elles soient respectées. Et si les Juifs sont autant détestés, c'est qu'ils rappellent chacun à ses responsabilités. Protégez vos valeurs, elles en valent la peine. Le protecteur des valeurs, Aryeh Ben Semoun. Merci et à très bientôt sur le journal Toulousain version télé. Merci.